والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, merci encore de votre invitation ici. En si peu de temps, je pense que ça a été une décision qui a été prise en peu de temps et en fait une bonne décision puisque elle a été prise dans un agenda extrêmement chargé. En général, je ne réponds pas à des invitations maintenant à peu près après 8 mois et une année. Il se trouve que l'université de Lille qui a annulé une invitation a ouvert la possibilité de faire une intervention ce soir ici. Malheureusement, les universités françaises systématiquement annulent les invitations au pays de la liberté et des droits de l'homme. Il y a certains hommes qui ont moins de droits, pour parler de façon polie et respectueuse d'une tradition. Le sujet de ce soir est un sujet qui est en fait transversal. Ce n'est pas forcément un sujet qui concerne spécifiquement les musulmans, puisque l'idée, comme il a été présenté maintenant, c'est l'idée de la croyance en pensée et en pratique, c'est-à-dire ce qui nous anime en tant qu'être humain, et puis en même temps, où est-ce que doit se traduire et comment finalement doit se traduire ce en quoi nous croyons, les valeurs que nous chérissons, et puis finalement comment ceci doit se transmettre, se traduire sur le terrain. Alors, permettez-moi d'abord de faire une introduction sur 3 termes qui me paraissent importants dans l'intitulé. Le premier terme de l'intitulé, c'est cette notion effectivement de la croyance. Et cette notion de la croyance qui s'articule en termes de pensée et en termes d'action. Alors, il y a un malentendu déjà dans beaucoup de traditions monothéistes, et j'étais content dans l'introduction qu'on puisse nuancer ceci. Qu'est-ce que c'est que la croyance ? La croyance, c'est une de ces vérités en laquelle notre intelligence peut croire, à laquelle notre cœur peut adhérer, mais que rien dans la stricte rationalité ne peut prouver. En d'autres termes, ce qui va être lié dans les traditions théologiques à un dogme, dans les traditions philosophiques à un postulat. Un postulat, qu'est-ce que c'est en philosophie ? C'est une vérité énoncée non prouvée. Oui, c'est-à-dire de dire je commence par poser un postulat. Maintenant, je ne peux pas forcément le prouver. C'est une première vérité que je pose ou un premier élément qui peut être un acte de foi ou un élément qui peut apparaître comme une vérité mais qu'on pourrait déconstruire et ne pas prouver. C'est la fameuse réponse de Husserl à Descartes quand Descartes dit « je pense, donc je suis ». C'est ma première vérité. Pourquoi ? Parce qu'il dit « je doute de tout », mais je doute de tout, il y a bien un je qui doit douter de tout, donc je ne peux pas douter de ce je qui doute de tout, donc je pense, donc je suis. Vous m'avez suivi ? Voilà, ça c'est un élément du cogito cartésien. Ensuite, il l'a changé puisqu'il a été interpellé par un de ses critiques aliéniques qui lui dit « je pense, donc je suis ». Pourquoi vous avez ajouté le donc ? Parce que le donc est un lien de causalité et donc rien dans l'expression de « je pense, donc je suis » ne peut exprimer la causalité. Donc il a changé, il a dit « je suis, j'existe ». Je suis, j'existe. Donc, en l'occurrence, je pense, j'existe. En l'occurrence, pas de lien de causalité. Vous voyez que ça, ce sont des postulats. Husserl reprend ceci en disant tout ceci, ce que lui pensait être une vérité, est un postulat. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à partir d'un certain moment, ce qu'il a pensé être une vérité en raison finit par être une croyance rationnelle, c'est-à-dire une croyance, quelque chose à laquelle on croit et qu'on stipule. Et ça, ce sera le postulat philosophique. Dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la croyance, c'est quelque chose, une chose à laquelle on croit et qu'on ne peut pas prouver. Qu'on ne peut pas prouver à qui ? On peut se la prouver à soi-même, oui, mais on ne peut pas forcément la prouver à autrui. D'accord ? C'est, encore une fois, dans la tradition philosophique, Pascal qui dit, finalement, le pari de Pascal, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a que 2 vérités possibles. Ou Dieu est, ou Dieu n'est pas.
Vous ne pouvez pas commencer à dire il est parfois, il n'est pas parfois. Il est ou il n'est pas. Si il est, vous allez prendre des dispositions. Et s'il n'est pas, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit le calcul de probabilité suppose et dit que les deux thèses ne peuvent pas être prouvées. Mais par contre, celui qui dit que Dieu est, quand il voit le monde, il dit le monde me prouve que Dieu est. Oui, je vois des signes de la présence de Dieu. Donc celui qui croit en un postulat ou en une vérité, en une foi, pour lui, dans sa raison, il a l'épreuve de sa foi. Ce peut être des preuves extérieures, l'ordre du monde, oui, c'est ce que disait Rousseau. Il dit quand vous êtes en face du monde et puis que vous pensez qu'un Dieu n'existe pas et que ça s'est fait par hasard, c'est comme si vous preniez toutes les lettres de l'alphabet, vous les mettez dans un sac, vous remuez le sac, vous lancez et ça vous donne un dictionnaire. Par hasard. Oui. Parce que c'est tellement bien organisé que vous prendriez toutes les lettres, vous lancez ceci, le dictionnaire sort. Lui, il dit, c'est aussi irrationnel que ça, c'est aussi intellectuellement impossible que ça. Ce qui, du point de vue, tous ceux qui sont croyants dans la salle, ils disent, ah oui, ça c'est un bon exemple. Ceux qui ne sont pas croyants, ils disent n'importe quoi. C'est pas ça la réalité, ça c'est des exemples qui sont, c'est une mauvaise image. Oui. Donc, la vérité de ce en quoi l'on croit ne convainc que ceux qui y croient. Vous me suivez? Si vous dites, par exemple, c'est ce que disait aussi Sartre, quand vous voyez quelque chose et vous dites « Ah, là, il y a un signe que Dieu me parle », lui, il dit « Mais en fait, vous avez projeté le signe parce que vous croyez que Dieu vous parle, donc vous avez vu dans ce que vous avez vu la parole de Dieu que vous y avez mis avant qu'elle y soit. » Vous me suivez? Donc, encore une fois, vous vous êtes auto-persuadé de votre foi. Donc, en l'occurrence, c'est de ça dont il s'agit quand on parle de croyance. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que transversalement, que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on croit toujours en quelque chose. Toujours. Et donc, c'est constitutif de la structure de la conscience et de la raison humaine de croire en quelque chose. En d'autres termes, de penser qu'à partir d'un certain moment, la raison s'arrête quelque part et quelque chose tient de l'acte de foi, de l'acte de la croyance. J'y crois parce que c'est au-delà même de ma raison, mais parce que quelque chose en moi croit en cela. J'en suis convaincu. Alors, ça peut partir des croyances les plus élémentaires de la vie. Oui, vous croyez qu'on vous aime, à moins que vous soyez si sûr qu'on vous aime que vous dites « je le sais ». Oui. Bon, ça, c'est vous et votre façon d'aimer. Dire à quelqu'un « j'ai pas besoin que tu me prouves que tu m'aimes parce que je le sais ». Enfin bref, ça enlève un peu de romantisme à tout ça. Oui. Et en l'occurrence, il faut toujours montrer à l'autre qui croit qu'on l'aime de la façon dont on va lui montrer les signes de preuve d'amour. Parce que si quelqu'un vous dit « mais tu n'as pas besoin de me montrer, je sais que tu m'aimes », là, il va vous enlever une des plus grandes beautés de l'amour, qui est systématiquement de le reprouver. L'amour, c'est une chose à laquelle on croit et qui a besoin de confirmation. Mais nous sommes tous les croyants de quelque chose. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce qu'il faut cesser de regarder l'être humain uniquement comme il y a ceux qui croient, il y a les athées, il y a les croyants d'un côté, puis il y a les laïcs de l'autre. En d'autres termes, quand on revient au fond du fond de notre humanité, nous croyons tous en quelque chose. Toute la question est de savoir en quoi nous croyons, comment nous y croyons et comment nous interagissons les uns avec les autres. C'est ça la vraie question. Et dans nos sociétés modernes, on n'a plus le temps de parler de ça. On a juste le temps de catégoriser les gens. Là, les croyants, là, les pratiquants, là, les croyants non pratiquants, là, les athées. Là, et finalement, on catégorise. Nous sommes tellement peu dans la communication que nous nous protégeons par des catégories. La pensée simpliste, la pensée populiste, celle dont d'ailleurs nous parlons avec Edgar Morin, parce que Edgar Morin avait écrit un livre sur l'introduction à la complexité, sur la pensée complexe, en disant justement, quand on est dans la pensée complexe, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ces catégories. Les choses sont beaucoup plus nuancées que cela. Il faut aller très loin dans cela. Donc il n'y a pas une société d'hommes, au sens d'être humain, d'hommes avec un grand H, d'êtres humains, femmes et hommes, où il n'y ait pas des croyances qui interagissent les unes avec les autres. Et que le début du vivre ensemble, c'est de ne pas supposer que moi je crois et toi tu ne crois pas, c'est de savoir qu'avec notre raison partagée, nous sommes tous des croyants de quelque chose. Toute la question est de savoir qu'est-ce que nous partageons de nos croyances et comment nos croyances doivent nous permettre d'interagir les uns avec les autres. Et là, c'est une croyance qui est ouverte. La croyance qui est ouverte, elle se sait croyante, mais elle sait que d'autres croient. Le passage problématique, c'est quand on passe parmi les religieux, dans les croyances monothéistes, ou dans les spiritualités asiatiques ou d'Extrême-Orient, l'hindouisme, le bouddhisme ou le confucianisme, ou même dans les traditions
de l'humanisme, c'est quand on passe de la croyance à partir de soi à un regard sur l'autre qui devient un regard dogmatique. Le problème, ce n'est pas la foi, le problème, ce n'est pas la croyance, le problème, c'est le dogmatisme. Et le dogmatisme, c'est la pensée binaire, intellectuellement binaire. Il y a, vous savez, on a deux façons de fonctionner humainement de façon binaire. On a une façon de fonctionner de façon binaire rationnelle et une façon de fonctionner de façon binaire émotionnelle. La façon de fonctionner de façon binaire intellectuelle, c'est de dire « mais je crois en ce que je crois et ce que je crois est la vérité. Si ce que je crois est la vérité, je suis désolé pour vous, ce que vous croyez est l'erreur. Si je suis dans le vrai, vous êtes dans l'erreur. » Et cette pensée-là transforme la croyance qui était portée par le fait qu'elle n'ait pas de certitude, donc un doute maîtrisé, mais une croyance qui dépasse systématiquement le doute, en une espèce d'affirmation de ce que l'on croit comme ultime vérité et de confondre le fait que nous appartenons à la vérité et de transformer ceci en « la vérité m'appartient ». Le dogmatisme, c'est la pensée binaire, c'est la pensée de « je suis dans le vrai, donc vous êtes dans l'erreur ». Donc ça, c'est au niveau de la raison. Et ceci, malheureusement, c'est partagé par tout le monde. C'est partagé par des croyants, vous en trouvez des dogmatiques parmi les croyants, mais vous trouvez aussi des dogmatiques athées. C'est-à-dire, puisque je pense que Dieu n'existe pas et que c'est ma vérité et que finalement c'est la vérité, eh bien tous ceux qui croient en Dieu sont dans l'erreur. Et on transforme ce qui fut l'acte de raison qui disait il n'y a pas de Dieu en acte de combat. J'ai raison sans Dieu, vous avez donc forcément tort avec Dieu et vous devenez un ennemi. Le dogmatique pense de façon binaire et c'est transversal. Vous avez remarqué qu'en fait, autant est transversale la croyance que peut être transversale la façon de croire, le dogmatisme. Et vous voyez des gens qui disent « moi, je n'ai pas de religion ». Mais la façon dont ils vous parlent du fait qu'ils n'ont pas de religion, on dirait une religion. On dirait un dogmatisme. On dirait une façon d'accuser l'autre, de penser « vous ». Moi, une fois, j'étais en face de Dawkins. Dawkins, c'est le partisan, le scientifique. Vous avez l'illusion de Dieu. Vous avez entendu parler de cet ouvrage? C'est un homme qui a un succès absolument incroyable. Mais la façon dont il me regardait, il me disait « mais vous ». Au XXIe siècle, vous croyez encore en Dieu? Vous croyez à ces fables? Mais la façon dont il me regardait, c'était un scientifique que, du haut de sa grandeur, était en train d'avoir le dogmatisme des religieux d'antan. En d'autres termes, on est pratiquement dans une inquisition de l'athéisme par rapport à la foi, avec un esprit dogmatique. Donc vous voyez comment ceci peut être transversal. Et puis vous avez un autre type de dogmatisme, un autre type de pensée binaire, c'est émotionnel. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la pensée populiste. La pensée populiste, ce n'est pas une pensée rationnelle, mais c'est une pensée émotionnelle. C'est fondé sur l'émotif. En d'autres termes, c'est des gens qui vous diront, les partis politiques, on est aujourd'hui envahis à travers le monde entier, dans les sociétés majoritairement musulmanes, en Asie et en Occident, par la pensée populiste. Et la pensée populiste, elle se construit comme ceci. Elle dit, nous sommes chez nous et ils nous envahissent. Ils sont en train nous sommes en danger de la différence. Ces gens-là, ils ne sont pas tout à fait blancs comme nous, ils sont un peu basanés, et puis ils sont musulmans, et puis ils sont des immigrés, et ils nous colonisent. Et c'est une pensée qui va devenir binaire par la création de l'ennemi qui nous menace. Donc, quelles sont les 4 caractéristiques du populisme? 1, c'est une pensée binaire, c'est une eux et nous. Deuxième élément, c'est par rapport à ça, des pensées très simplistes pour des problèmes complexes. On a le chômage, ben c'est très simple, c'est eux. C'est à cause d'eux. Ils viennent prendre notre travail. Donc une pensée binaire. Troisième élément de ce populisme, c'est en même temps la pensée victimaire. Nous sommes les victimes potentielles d'eux, c'est-à-dire nous ne sommes plus responsables de nos problèmes, c'est eux nos problèmes. Donc nous sommes les victimes de cette présence-là. Ce qui aujourd'hui est devenu aussi un des éléments que l'on voit transversalement avec la présence de l'islam en Europe, en disant ben voilà, hier c'était les communistes, ben maintenant on crée des nouveaux ennemis et on entretient ceci. Et la 4e caractéristique, ce n'est pas une pensée réfléchie, c'est une pensée qui nourrit les émotions de peur. La peur. Donc regardez, vous avez le dogmatisme intellectuel, la pensée binaire intellectuelle et la pensée binaire émotionnelle. Et les deux s'entretiennent. Pourquoi je dis ceci? Parce que c'est à ces profondeurs-là qu'il faut aller quand on se dit comment nos croyances
doivent intervenir sur le champ social ou sur le champ politique. Est-ce qu'elles le doivent? Est-ce qu'il faut qu'on apparaisse? Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire, quand on a ces deux dogmatismes-là, la meilleure des choses, c'est qu'on disparaisse, que nos croyances soient dans le privé et qu'on fasse de la place publique une place totalement neutre. Mauvaise réponse pour un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, sur la place publique, faire disparaître toutes les différences. Parce que ce à quoi il faut que nous nous éduquions, ça n'est pas à nous neutraliser dans nos couleurs et dans nos appartenances, mais à nous éduquer dans la diversité. Et c'est deux projets de société qui sont différents. Pour éviter le dogmatisme et éviter les motifs, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que tout le monde soit neutre. Alors récemment, j'étais dans une émission, ils ont coupé ce passage-là parce que c'était trop long, mais avec un journaliste français, Barbier, l'éditeur en chef de l'Express, il disait « Moi, je veux dans l'espace public qu'on soit des citoyens, qu'on s'habille tous la même chose et qu'on ne fasse pas de différence. » Oui, tout ça c'est bien gentil, mais quand lui, il vient à un travail et que moi je viens à un travail et que lui, avec la tête qu'il a et moi la tête que j'ai, lui son nom, moi le mien. Il y a une différence entre Christian et Tariq. Oui, Barbier et Ramadan. En plus, la tête que j'ai, ça ne fait pas vraiment suédois, ça ne fait pas vraiment très blanc. Quand vous arrivez, vous allez enlever ceci comment ? Comment vous allez enlever ceci de la visibilité sur le plan social? Ce n'est pas possible. Donc à partir d'un certain moment, physiquement, il est absolument impossible de faire disparaître les différences. Ce n'est pas possible. Et quand vous êtes noir, et quand vous êtes d'origine, vous faites comment? Vous allez dire aux gens, ne voyez pas les couleurs? À vouloir tout enlever des différences, on ne verra que les différences. On verra ceux qui essayent de jouer avec ces différences. On ne peut pas. Ça ne peut pas être un projet de société. La réponse, elle n'est pas celle-ci. La réponse, elle est aujourd'hui que ce que nous devons faire dans une société plurielle, c'est d'accepter que nous ayons tous le même statut citoyen, tous d'abord dans l'ordre, tous le même statut humain, ce par quoi j'ai commencé aujourd'hui. Vous avez remarqué, j'ai commencé par l'humanité de l'homme et des croyances avant la spécificité des appartenances. Les appartenances, on va en avoir, mais d'abord l'humanité de l'homme qui fait qu'un homme, au sens d'une femme et d'un homme, il a une raison et il a des croyances. C'est comme ça. L'humanité, c'est ça. Et que si nous voulons vivre ensemble, il faut que nous admettions que nous avons une raison commune et des croyances différentes. Ça commence par ça, l'humanité de l'homme, l'humanisme, ce n'est pas disparaît dans tes différences, mais revenons ensemble dans nos fondements humains, à savoir cette dimension de je suis un être humain, quelle que soit ma couleur, quelle que soit mon origine, il y a deux choses sur lesquelles nous pouvons nous rencontrer, la raison qui nous permettra d'être raisonnables et la croyance qui nous permettra de produire du bien là où nous sommes. Donc, en l'occurrence, ici, il y a un retour aux fondamentaux. Vous voyez ce passage-là. On disait tout à l'heure que moi, j'ai étudié la philosophie, j'ai aussi étudié le droit et la législation musulmane de façon approfondie dans tout le cadre des sciences musulmanes, dans ce qu'on appelle les ijazat, c'est-à-dire les permissions d'enseigner dans ces 7 disciplines, pour bien comprendre les fondamentaux. Mais j'ai fait aussi ce travail dans le dialogue interreligieux avec la tradition hindoue, avec la tradition bouddhiste et avec les monothéismes, même avec la tradition athée, même avec la tradition marxiste, même avec la tradition marxiste et chrétienne des théologiens de la libération. Pourquoi? Parce que j'avais envie de comprendre quel était l'élément qui était notre commune humanité et la diversité de nos croyances. Parce que l'humanité, c'est ça. L'humanité est une et elle ne sera capable de vivre ensemble que quand elle aura admis que son grand défi, c'est de reconnaître l'unité de cette diversité de religion et de culture. Non pas en effaçant, mais en célébrant les couleurs. Oui, célébrant les couleurs et la diversité. Ça, c'est un choix. C'est un choix de cœur, de foi et de philosophie. Un choix de l'humanisme d'un côté, mais de toutes les traditions spirituelles de l'autre. Toutes les traditions spirituelles. Oh, il n'y en a aucune dans le fond du fond qui dit « faites disparaître toutes les autres, tuez tout le monde ». Ça, ce sont des distorsions. L'Inquisition est une distorsion du catholicisme. La perception de certains radicaux musulmans est une distorsion du message de l'islam. Le fait que certains, aujourd'hui, en Israël, ont perdu l'humanité qui faisait comprendre que les Palestiniens avaient une humanité, ce n'est pas le judaïsme, c'est une distorsion du judaïsme.
Le judaïsme est contre, dans le fond, l'État et la politique de l'État d'Israël. C'est contre l'État, c'est contre ce qu'on en a fait. Un vrai juif avec les vraies valeurs de la spiritualité ne peut que s'élever en face du peuple, en face de l'État israélien, et lui dire « ça n'a rien à voir avec nos valeurs ». Comme aujourd'hui, moi-même, en tant que musulman, je me lève en face de l'État saoudien et je dis ce que vous faites n'a rien à voir avec les valeurs que je défends. Vous êtes la distorsion de ce que l'islam est. Et si aujourd'hui, vous voulez un meilleur exemple, vous allez à la Mecque. Et autour de la Mecque, qu'est-ce que vous voyez? Le temple de la consommation, des malls où on paye, où on achète et l'on vend, et l'on nous dit, viens ici passer le pèlerinage de la spiritualité. Et dans le passage de ce pèlerinage, achète quelques biens de consommation. De la distorsion. De la distorsion. Donc ce qui est très important ici, c'est de comprendre ce socle commun qui fait qu'à un moment donné, il y a une humanité, une rationalité qui est commune, et que de ces deux projets, effacer toutes les différences, ça n'est pas un projet de société. C'est une distorsion même de la notion de laïcité. La notion de laïcité n'a jamais voulu dire faire disparaître le religieux, elle a voulu dire le réguler. Elle est le réguler, c'est-à-dire que l'État régule, se met à équidistance de toutes les traditions religieuses et régule le religieux en disant aucune ne doit avoir l'autorité d'imposer quoi que ce soit à toutes les autres et tous se respectent dans un espace social où la diversité va être régulée et on va apprendre à vivre ensemble. Donc cette idée, par exemple, de faire disparaître les divergences ou la diversité est un projet qui, en fait, est un projet qui, au nom de valeurs soi-disant humanistes, demanderait aux hommes d'être moins des hommes, de ne plus être des hommes, d'être des hommes qui auraient été polis dans leurs différences religieuses, sans qu'on puisse malheureusement, pour certains, polir la couleur de la peau ou les origines, ou même les différences linguistiques. Ayant dit ceci, le débat, il faut qu'il commence ici. Il faut qu'on se pose une question aujourd'hui, les uns et les autres, qu'on en vienne aux vraies questions de comment on conçoit l'humanité, pourquoi. Parce que si aujourd'hui, les citoyens, en particulier que ce soit au Luxembourg ou ailleurs, nous ne faisons pas ce travail de comprendre ce vrai projet de vie à partir de nos références philosophiques ou religieuses, à partir d'une certaine conception de l'humanité, nous serons les jouets des politiques. Et les politiques, ils vont nous prendre par là où on réfléchit le moins, nous faire avoir peur, travailler sur l'émotion, et à un moment donné, on a un aveuglement. Vous savez, le propre de l'émotion, quand vous-même, dans votre vie personnelle, vous êtes sous le couvert de l'émotion, vous écoutez moins, beaucoup moins. Oui, l'émotif est un peu sourd. Oui. Au moment de votre émotion, vous êtes, je veux dire, quelqu'un qui est énervé, quand on lui dit « calme-toi », il n'entend pas toujours « calme-toi ». Il faut qu'il se calme pour qu'il puisse entendre « calme-toi ». Oui, c'est ça le cercle vicieux de l'énervement. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre le sens de « ne t'énerve pas » quand vous êtes calme. Mais quand vous êtes énervé et quelqu'un te dit « t'énerve pas », tu dis « mais je ne suis pas énervé ». Ben justement, oui, le problème c'est que tu es énervé. Oui, tu n'as pas entendu ce que je dis, tu n'as pas entendu le sens. Donc la collectivité, quand elle est dans l'hystérie, elle n'entend plus, il y a une sorte de surdité. Et c'est là que gagnent les populismes. Ils entretiennent cette surdité collective et font partir le peuple dans une direction. Mais ça peut aller très très loin, vous savez, les surdités collectives. Alors on le connaît dans nos sociétés, aujourd'hui ça reste comme un policé. Mais est-ce que vous avez suivi il y a 20 ans ce qui s'est passé au Rwanda? Récemment, ils ont fait toute une série d'émissions sur la réconciliation. Vous savez qu'il y a des espaces de réconciliation entre ceux qui ont tué et les victimes. Et ceux qui ont tué disent une chose absolument folle. Ils disent on était embarqués dans quelque chose qui nous a fait perdre la tête. On a perdu la tête. On entendait des gens qui nous disaient tuer. On y allait à la machette. Les êtres en face de nous n'étaient plus des êtres. On entendait tuer. On entendait éliminer. Et la personne disait, je suis arrivé à un moment de ma vie où pendant plusieurs semaines, j'ai tué jusqu'à 20 personnes par jour à la machette. Je n'avais plus de conscience. Et il se retrouve en face de qui? De la mère d'enfant qu'il a tué et qui le regarde et qui lui pardonne. Qui lui pardonne. Déjà, vous voyez la force qu'il faut pour pouvoir pardonner à quelqu'un qui a éliminé 3 de vos enfants, votre mari et votre mère. Ça, c'était... Et il y en a plein de femmes et d'hommes comme ceux-ci qui sont... Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Une folie collective. Une folie collective. Alors, ça, c'est l'extrême. Mais il y a
des hystéries collectives qui ne tuent pas, mais qui excluent. C'est-à-dire qu'on se permet aujourd'hui en Occident de dire des choses qui sont de l'ordre de l'exclusion, qui sont intolérables. C'est absolument inadmissible. Quand vous entendez ce qu'on peut dire sur les Roms, quand vous entendez ce qu'on peut dire sur des catégories de la population, je veux dire, Wilders, qui fait applaudir toute une salle en Hollande en disant « Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de Marocains ?» Et la salle se soulève « Il y a trop de Marocains. » Vous vous rendez compte comment on a normalisé ceci? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, on n'est plus en train de penser avec sa raison, on est en train de réagir avec son estomac. On est en train de réagir avec les entrailles, ce qu'on ne maîtrise pas. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tous ici, on est assis, on se dit oui, il y a du vrai là-dedans. Mais ça veut dire, en fait, que chacun d'entre nous, nous sommes responsables pour nous-mêmes et pour notre entourage de faire un vrai travail sur notre conception de l'homme et notre conception de la croyance. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la maîtrise, déjà, c'est l'accès à la complexité, puis ensuite, on va se dire, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble? Comment est-ce que là, de ce point de vue-là, on peut le faire? Alors, on va revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce que l'on veut, c'est une société dans laquelle, par définition, la communauté de destin des humains de cette société en tant que citoyens doivent être traités égalitairement. La citoyenneté égalitaire, quelle que soit la couleur, quel que soit le genre. Et quand je dis quel que soit le genre, c'est-à-dire biologiquement, qu'on soit homme ou femme, l'égalité, il faut aller très loin. On est loin du compte. Alors on peut ici s'asseoir en donnant des leçons au monde entier sur l'égalité que devrait avoir un homme et une femme. Il faut toujours se donner des leçons si et seulement si on est autocritique par rapport à soi-même. C'est quand même encore en Occident que des femmes à compétences égales, à études égales, peuvent recevoir jusqu'à 30% de salaire de moins. Au nom de quelle égalité? Au nom de quelle logique? À partir d'un certain moment, quand je dis citoyenneté égalitaire, c'est aussi mais compétences égales, salaire égal. Ça ne se discute même pas. Et donc, de ce point de vue-là, il faut développer des principes qui sont des principes régulateurs. Pourquoi nous avons besoin de ces principes régulateurs? Parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble. Nous avons besoin d'un état de droit. Oui, quand moi je suis interpellé sur la laïcité en Europe, je dis mais moi j'ai aucun problème avec la laïcité. Si et seulement si elle est établie égalitairement pour tous. Quand il y a des conventions avec des religions chrétiennes, juives et d'autres, et qu'il n'y aurait pas de convention avec la religion musulmane, ça n'est pas égalitaire, c'est un traitement qui va utiliser la peur que les gens ont de l'islam pour justifier une inégalité de droit. Ça n'est pas justifiable, ça ne peut pas être. Et donc, de ce point de vue-là, il faut se battre pour une égalité de droit, l'égalité des citoyens. Et je dis ceci, et des résidents et des humains. Vous savez, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans le débat que j'ai eu avec Edgar Morin, c'est un des éléments sur lesquels il m'a réveillé. Moi, je lui disais sur la question de la société, du vivre ensemble, sur comment est-ce qu'on doit porter nos croyances, je lui disais, il y a 6 principes sur lesquels moi je ne déroge pas. Et je disais, 1, la citoyenneté égalitaire. 2, l'état de droit. 3, le suffrage universel. 4, le mandat, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais accountability, c'est-à-dire vous êtes élu pour un certain temps, vous revenez vers les électeurs et puis on décide si vous êtes bon ou pas. Donc c'est le mandat, la délégation de pouvoir. Le 5e élément, c'est la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, exécutif, etc. Et puis le 3e, c'est la distinction des autorités. Aucune religion ne peut imposer à l'État une religion de façon dogmatique. Donc on sépare les autorités, qui est le principe de la sécularisation et le principe qui, contrairement à ce que se pensent beaucoup de musulmans, est un principe islamique, est un principe que jamais un savant ou une représentation religieuse ne prend l'autorité et impose une seule religion à tout le monde. Ça n'est pas possible. Même la dimension de la gestion du politique est une shura, c'est-à-dire une délibération, c'est-à-dire une discussion qui doit être liée à la majorité. Donc on distingue les autorités. Et alors que je disais ça, donc il y en a 6 ici, Edgar Morin m'arrête, il me dit il manque quelque chose dans ton raisonnement. Et je lui dis, mais alors allez-y. Il me dit, tout ça c'est bien, mais il y a un vrai problème. Il y a un problème que finalement, tu réduis l'ordre du vivre ensemble à ceux qui ont le statut du citoyen dans la société. Mais qu'en est-il de l'immigré? Qu'en est-il du résident, en fait, qui partage plus que la citoyenneté, l'humanité avec toi? Et là, il a raison.
En fait, on a réussi, et c'est souvent, vous voyez comme on peut tomber dans les pièges. En tant qu'Européens musulmans, on veut tellement montrer qu'on est citoyen que finalement, on prend tous les éléments de la citoyenneté, mais on oublie une chose. Avant d'être des citoyens, nous sommes des êtres humains. Et que le migrant, et que le Rome, et que les gens du voyage, et que ceux qui viennent, ce sont des êtres humains. Et ils ont le droit supérieur au respect de leur dignité. Avant même de savoir quelle est la couleur de leur passeport. Parce que si c'est égalité de droit, parce que quelqu'un a un passeport, comme quelqu'un il vous dit, ce sont des clandestins. Et alors, un clandestin, il n'a pas de droit. Un clandestin, il est un sous-homme par sa clandestinité. Attention, que le discours sur la démocratie et la citoyenneté ne finisse pas par déshumaniser ceux qui n'ont pas le statut de citoyen. La déshumanisation, c'est extrêmement dangereux. Je vais vous dire une chose. Vous avez entendu parler de ce qui se passe en Birmanie, les Rohingyas, et ce qui est en train de se passer à Myanmar. Eh bien, en fait, quand je discutais avec des bouddhistes, ils me disaient, vous savez ce qu'ont réussi à faire ceux qui vont faire l'extermination et le génocide? Ils ont réussi, au nom même de l'interprétation du bouddhisme, à déshumaniser ceux qu'ils tuent. En d'autres termes, ils n'ont plus de... Et ça, c'est vrai, c'est un vrai problème. Quand j'entends certains, aujourd'hui, parler, par exemple, des Rohingyas en Birmanie, même des Palestiniens dans les territoires, vous avez même des Africains, on a l'impression qu'on ne parle pas des mêmes. Un seul des nôtres Européens qui meurt, et c'est l'émotion nationale, des centaines d'eux qui meurent, et c'est comme si le sang des Africains, le sang des Arabes, le sang des Asiatiques, il avait moins de valeur que le sang d'un Blanc. 3 militaires américains meurent, et le président des États-Unis doit se justifier. Il utilise jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui des drones sans pilote, qui sont pilotés depuis la Californie, et qui tuent des gens. Ils ont réussi à tuer avec un enfant de 17 ans. C'est-à-dire, ils ont tué le fils de quelqu'un qu'ils soupçonnaient de terrorisme. Ils ont tué la famille élargie avec un drone qu'ils ont envoyé. Le type, il pilotait depuis la Californie. Il est assis comme vous, comme ceci, devant un écran, et c'est comme si c'était un jeu. Il tue, et là, personne ne lui demande rien. 3 militaires, et il doit expliquer la mission américaine. Comme si le sang de ces gens qu'on tue comme ceci avait moins de valeur. Quand ceci rentre dans notre tête, c'est la perte de la dignité que nous avons. Et c'est pour ça que, là par exemple, c'était un moment où j'ai énormément appris sur attention à ne pas tomber dans « nous sommes des citoyens, nous sommes des luxembourgeois, nous sommes comme les autres », et puis tout à coup nous intégrons que pour être de bons citoyens, nous aurions relativement perdu notre sens de l'humanisme. Donc c'est là, en l'occurrence, qu'il faut fonder. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça, parce que là maintenant on vient à la deuxième étape de mon propos, en disant, avec tout ceci, avec tous ces fondamentaux, quand on les reclarifie, parce qu'il faut les clarifier, il y a un très très bon exercice de la conscience humaine, clarifiez vos principes, clarifiez ce que vous pensez de l'être humain, clarifiez ce pourquoi vous vivez, quels sont les objectifs de votre vie au bout du compte, qu'est-ce que vous essayez d'être, qui essayez-vous d'être? Parce que la vraie question ici, de la croyance, dans la pensée ou dans la pratique, c'est vraiment celle-ci. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Et que défendez-vous? Au bout du compte, c'est la vraie question philosophique. Et avec qui? Avec l'humanité des hommes ou avec votre citoyenneté à vous? Est-ce que vous êtes, quand moi on vient me dire, est-ce que vous êtes d'abord musulman ou est-ce que vous êtes d'abord français ou suisse et certains, ils vous posent la question, et dans leur esprit, la façon dont ils vous posent la question, c'est qu'eux, ils sont d'abord français ou luxembourgeois, ou belge, avant d'être autre chose. Je dis, mais attendez, ce que vous soupçonnez que je sois dans l'exclusivité, vous pourriez exactement le développer dans votre nationalisme. En fait, ce que nous sommes d'abord, ce sont des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et ces êtres humains vont être fondés en humanité, en dignité, et ça, les musulmans devront l'entendre. Du haut de plus de 14 siècles, bientôt 15 siècles, nous avons donné la dignité à l'être humain. Voilà, à l'être humain. Ça veut dire quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, quel que soit son sexe, quelle que soit son origine, la dignité. Et ça ne se discute pas. C'est tellement vrai qu'un médecin,
lorsqu'il a en face de lui un malade, il ne demande ni sa religion, ni son origine, ni son porte-monnaie, ni la cause de sa maladie. Il traite au nom de la dignité de l'humain qui est devant lui. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est une conception de l'homme qui est là. C'est une philosophie de vie. C'est une conception de la vie et de la mort et de l'égalité fondamentale de tous. Il faut commencer par ça parce que ça va nous constituer. C'est avec ça qu'il faut rentrer dans le débat politique. Il ne faut pas rentrer dans le débat politique. Je suis de tel parti, je suis vers... Non, d'abord les principes fondamentaux. Ensuite, comment est-ce qu'on va y entrer? Comment on va rentrer dans le politique? Alors, quelqu'un qui me dirait aujourd'hui, ça, tout ce que je viens de dire, tu le laisses à la porte. Et tu rentres dans la sphère publique, neutre de tout. Non, excusez-moi, le striptease des valeurs, ça n'existe pas. Je veux dire, je ne suis pas avec Dieu le dimanche, et puis je rentre tout nu le lundi dans la société. Bien sûr que j'ai des valeurs. Et non seulement j'en ai, mais la dignité de ma société, c'est de me permettre d'exprimer ces valeurs au quotidien. D'exprimer les valeurs qui font, par exemple, pour moi, que la dignité humaine, il faut la défendre partout. Que je dois me battre pour la justice sociale. Et là, il faut l'être. Donc, il faut faire attention à une chose. Défendre des principes, ce n'est pas ce que je disais. Il faut éviter les deux choses. Éviter le dogmatisme intellectuel, éviter la binarité émotionnelle. Mais il faut entrer dans le débat avec des principes. La dignité des hommes doit être ce que je défends toujours. Et si aujourd'hui, dans ma société, on traite des immigrés d'une façon intolérable, les gens qui n'ont pas de papier de façon intolérable, mais depuis quand on ferait une différence comme ceci aussi nette entre ceux qui évitent la torture dans le pays d'origine et on dit « Ah, ça c'est un bon réfugié ». Enfin, un bon réfugié, c'est-à-dire c'est un réfugié légitime. L'autre, il vit dans une société, c'est la famine, il n'y a pas de travail, il a des enfants, il ne peut rien donner de dignité. On dit « Ah non, illégitime, clandestin ». Quand vous fuyez la pauvreté, vous êtes un clandestin. Quand vous fuyez la torture, vous êtes un légitime. Mais la pauvreté, c'est une torture en termes de dignité. C'est une horreur. Vous voyez des jeunes en Afrique, ils se mettent dans l'avion à côté des roues de l'avion tellement il n'y a plus d'espoir qu'ils prennent une solution qui est sans espoir. Vous savez que la seule dernière année, près de 15 jeunes sont morts dans les roues des avions. Ah, ça vous renvoie à quelque chose quand même. Et nous, on est là, on dit, illégitime. On ne quitte pas son pays pour des questions financières. Et si nous étions, nous, portés par des croyances, nous comprendrions une chose. Au lieu de nous plaindre du fait qu'ils viennent à nous, que faisons-nous pour faire en sorte que leur développement leur permette de rester là-bas? Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est envoyez-nous nos cerveaux, gardez vos pauvres. Et si par ailleurs, vous avez un pauvre qui a du cerveau, on va prendre le cerveau et on va oublier qu'il est pauvre. Mais les pauvres, vous les gardez. Nous, on prend... Alors, quand vous êtes une star de foot, aucun problème. Vous n'avez jamais un problème pour pouvoir avoir un passeport ou une résidence quand vous êtes le meilleur au foot. Aucun problème. Par contre, quand vous êtes pauvre et que vous essayez, là, vous devenez un clandestin. En d'autres termes, votre statut d'humain est mesuré à l'intérêt que peut vous porter la société qui vous accueille, pas à la dignité de ce que vous êtes en tant qu'être humain. Et donc, je suis désolé, si aujourd'hui ces valeurs-là, j'espère qu'il n'y en a pas un dans cette salle qui peut me dire ces valeurs-là, on ne les partage pas. Pour moi, ce sont des valeurs universelles. Je les comprends en tant que musulman et je sais que des chrétiens pensent la même chose et que des juifs pensent la même chose, que des athées pensent la même chose, que des agnostiques pensent la même chose. Mais il faudrait quand même que dans notre société, il y ait une vraie révolution de valeurs, que nous ayons à parler, que nous puissions dire, moi, ma foi en Dieu, ce qu'elle amène, c'est 1, la dignité de l'homme, la reconnaissance de la justice des hommes et des femmes. Et c'est ça qui doit nous déterminer. Et non pas qu'on vienne nous dire la seule chose qui va sauver le Luxembourg, c'est comment tu t'habilles. C'est comme on est venu vers moi me dire, regardez, l'Égypte régresse, il y a des femmes qui de plus en plus s'habillent avec des foulards. Je dis, mais c'est pas ça la régression. C'est pas comment on s'habille. Les deux choses qui font que les femmes se libèrent du joug social, c'est deux choses, l'éducation et l'accès à l'emploi. Montrez-moi ça et je vous dirai où on en est. Ne me dites pas la façon dont on s'habille. On peut s'habiller de façon libérée et être socialement aliéné. Quand on n'a pas de travail, vous pouvez aller à moitié habillé, mais quand il n'y a pas de travail et pas d'éducation, quel est votre
degré de liberté. Ce n'est pas le vêtement qui fait la liberté. Par contre, il faut qu'on soit clair sur les principes. On doit pouvoir être libre de s'habiller comme on veut. Donc autant je le dis, quand j'ai été interpellé en France, j'ai dit demander à une femme d'enlever son foulard, c'est contre les droits de l'homme. Mais je dis à l'Arabie Saoudite et au Pakistan, imposer à une femme de porter le foulard, c'est contre l'islam. C'est aussi simple que ça. Laissez les gens vivre, laissez-leur choisir ce qu'ils veulent être. Donc voilà des principes qui devraient être des principes d'humanité, le principe de liberté dans l'expression de la pensée politique comme de l'expression de la pensée ou de la croyance religieuse, voire même philosophique, athée, humaniste, agnostique. Donc c'est ces principes-là avec lesquels il faut rentrer. Et aujourd'hui, ce dont nous avons de plus en plus besoin, c'est des femmes et des hommes de conviction. Comprenez bien, je n'ai pas dit dogmatique, de conviction. La conviction, c'est pas « je pense ce que je pense et tu as intérêt à penser comme moi », ça c'est le dogmatisme. C'est « je pense ce que je pense et je suis mu par ce que je pense ». J'ai un projet, j'ai des choses à défendre. Je ne peux pas, par rapport à une société qui est régulée par le droit, me taire quand il y a de l'injustice et de l'indigne. Alors quand on me dit la croyance en pensée, en pratique, voilà, ma croyance, comment elle se traduit en termes de valeurs ? L'humanité égale de tous les hommes, femmes et hommes, la justice, l'éthique sociale, c'est-à-dire aussi le bien vivre, le fait qu'en même temps, socialement, le but, c'est pas simplement une défense des droits. Ça, la pensée musulmane est très très en retard là-dessus. Il faut qu'on pense au bien-être. C'est bien ce qu'a fait le Bhoutan. L'indice du bonheur, du bien-être, l'indice du bien-être. Parce que des fois, on a moins, mais on est mieux. Oui ? Nous, on est aujourd'hui dans une société de consommation. Plus tu consommes, plus tu as l'impression que tu vas être mieux. Et en fait, des fois, plus on se recentre, mieux on est. La société de consommation, parfois, nous dit « éclate-toi, tu seras bien ». Pour le temps où tu es éclaté. Parce que le lendemain du jour où tu es éclaté, tu es mal. En général, les réveils après éclatement sont difficiles. C'est pour ça en général, ceux qui se réveillent après éclatement se réveillent tard. Ouais, il vaut mieux prolonger le sommeil. En l'occurrence, de quoi on parle ici ? De vraies questions de croyance, de vraies questions de croyance. Et c'est là où nous devrions nous rencontrer. Nous devrions nous rencontrer dans cette célébration de ces questions-là, sur notre conception de l'humanité, sur ces croyances, par exemple, sur mais qu'est-ce que c'est que la liberté ? Comment vous concevez la liberté ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté, c'est pas de penser. Certains vous disent, la liberté, c'est je crois ce que je crois ce que je veux. Et des fois, on a envie d'arrêter les gens. Je dis, comment tu sais que ce que tu crois, c'est ce que tu crois vraiment, toi ? Qu'au bout du compte, tu n'es pas dans le mouvement. Pourquoi ? Souvent, dans les jeunes, dans les cités ou même dans les inner cities aux États-Unis, ils sont là en train de vous dire « je suis contre le système », des rappeurs, certains d'entre eux. « Nous sommes contre le système ». Je dis « mais vous êtes contre le système, mais le système, il est bien inscrit dans vos tenues vestimentaires et dans votre style. Vous êtes contre le système, mais complètement dans le système. » C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous vous habillez système, vous utilisez les moyens du système, vous êtes dans les médias du système, donc le système, en fait, il vous aime bien. Parce que quoi de mieux pour le système que d'intégrer la voie de l'antisystème ? Le premier qui avait cette intuition-là, c'était Bob Marley. Parce que Bob Marley, c'était le reggae, c'était l'antisystème. Jusqu'au moment donné où ils l'ont pris et ils l'ont fait entrer dans le système. Et c'était vraiment la voie que le système portait du reggae anti-système. Bonjour le système. La réalité, elle est celle-ci. Comment finalement vous pouvez être récupéré ? Mais comment vous ne le serez pas ? Avec des principes, avec une conscience éveillée, avec un sens de l'humain et avec un sens de ce pourquoi vous vous engagez. Alors dans les différentes religions, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman ou que vous soyez humaniste, à partir d'un certain moment, c'est déterminer des systèmes et refuser toutes sortes de dogmatisme intellectuel, dogmatisme émotionnel et de simplification. C'est pour ça que quand je suis en face de quelqu'un qui dit « je ne sais pas si Dieu existe », il dit, moi je suis agnostique, je ne sais pas si Dieu existe. Mais quand vous voyez sa vie, 93 ans, comme Edgar Morin, et qui reste lié à ses croyances, il en a. Il ne sait pas ce qu'il peut dire de Dieu, c'est un mystère, mais il a des croyances. Et à un moment donné, il regarde le parti communiste où il était et il devient autocritique, en disant,
ici, là, il y a une trahison des principes. Et puis, il regarde sa propre société, il dit, il y a des choses où il devient la conscience de son temps. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on parle de nos croyances, il faut cesser de penser mal la laïcité qui serait un nivellement et une disparition de nos différences. Non. Aujourd'hui, il faut qu'ensemble, sur ces socles fondamentaux, c'est important ce que je suis en train de dire, ça demande presque une sorte d'introspection personnelle. Si vous êtes des êtres humains et que vous concevez comme citoyens en résident, à un moment donné, il y a une introspection. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les croyances? Nous avons besoin d'hommes et de femmes de conviction. D'abord, qui est des principes. Il y a des choses qui ne se font pas. Quand ils voient quelque chose qui dit « ça n'est pas possible, on ne peut pas faire une chose pareille ». Cette espèce de nivellement du sans-valeur, que tout se vaut, ou tout s'accepte, et qu'au bout du compte, n'importe quoi. Je suis désolé, quand on a des enfants et qu'on voit certains discours qui sont tenus sur l'immoralité ou sur la sexualité ou sur même la violence et qu'on présenterait cette violence aux enfants en disant tout se tient finalement, il se constitue, c'est la vie. Je dis non, il y a des choses dont on protège les enfants si on est des adultes responsables. Il y a des choses que les enfants n'entendent pas. Il y a des choses dont ils doivent être protégés. L'innocence de l'enfant ne doit pas être exposée à l'horreur des hommes. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses où on dit non, ça ne se fait pas. Quand votre fils vient vers vous et puis qu'il vous dit je m'éclate, ou qu'il vous dit tais-toi, ou qu'il vous dit, comme c'est arrivé à une maman récemment, il me dit ta gueule. Et vous prenez vers l'enfant et dit pardon? Qu'est-ce que tu dis là? Non, ça ne se dit pas. Et tant qu'il y aura des adultes sur la terre, un enfant qui dit ta gueule à sa mère, il doit être éduqué. On ne le dit pas. Mais là, que tout passe et que finalement, en termes de comportement, non, on ne peut pas, parce qu'au bout du compte, on est dans une espèce de reniement de ces principes. Il faut faire attention, mettre l'enfant au centre de l'éducation, c'est lui donner toute son importance. C'est pas que lui ait l'autorité sur l'éducant, c'est qu'il soit le centre de préoccupation de l'éducant. Pas qu'il ait l'autorité, c'est pas lui le maître du jeu. Lui, il est celui qu'on éduque, c'est pas ce qu'il veut qui est la règle. C'est quand même quelque chose que nous avons à transmettre. Et ça veut dire quoi? Eh bien, n'importe lequel d'entre vous, que vous soyez athée, juif, chrétien, hindou, bouddhiste, au moins vous rentrez dans la société avec des convictions et vous les dites. Une société qui se respecte, c'est une société où on discute nos convictions, où on ne fait pas semblant qu'au nom de la laïcité, garde tes convictions dans le privé. Ah ben alors c'est qui va nous dire quelle est l'éthique? Où est-ce qu'on va discuter nos principes communs? Ça vient d'où? Qui est-ce qui va nous le dire? Les politiques? Ah, ça serait ça si l'éthique venait des politiques. Parce que ce qu'il y a à faire, c'est de mettre plus d'éthique en politique. L'économie, elle va nous enseigner l'éthique. Comme disait Sarkozy, il faut moraliser le capitalisme. Eh bien, bonne chance. Bonne chance. Ça, ce ne sont pas des réponses à nos problèmes. C'est de la poudre aux yeux. C'est du discours politicien. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons besoin de femmes et d'hommes. Comme nous ici, avec des convictions, qui puissent dire « oui, je respecte le cadre commun, oui, je respecte la laïcité, mais j'ai des convictions. Il y a des choses qui ne se font pas et il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. » Et la deuxième des choses dont nous avons besoin, c'est ces convictions à ne pas confondre, comme je l'ai dit, avec le dogmatisme, mais l'autre chose, c'est des citoyens courageux. Ah oui, parce que c'est facile de regarder les gens qui sont au pouvoir et dire « ils veulent que le pouvoir, mais c'est des lâches. » Oui, il y a beaucoup de lâches sur la terre aujourd'hui, à commencer par nous. À commencer par nous-mêmes. Parce que avoir sa conviction personnelle dans le privé et ne pas oser dire socialement qu'il y a des positions à prendre, qu'il y a des choses qui ne se font pas, faire face aux dictateurs, faire face à nos propres contradictions en Occident. C'est bien joli d'aller dire au monde, soyez des démocrates, soyez ouverts, respectez les droits de l'homme. Quand nos gouvernements se taisent et ont des collaborations économiques avec les pires des tortionnaires de la terre, les pires, et qu'on vienne, nous, les citoyens, eh bien, nous, on ne savait pas, je suis désolé. À partir d'un certain moment, un citoyen qui a des valeurs, il intervient dans la sphère publique avec ses convictions de façon ouverte, mais de façon courageuse. Il faut dire les choses, il faut oser les dire les choses. Et la première des courages, la première manifestation du courage, c'est d'être capable d'être critique vis-à-vis des siens. C'est-à-dire quand on est un citoyen luxembourgeois vis-à-vis de la société luxembourgeoise, quand on participe de la tradition chrétienne ou juive ou musulmane par rapport aux siens. Nous avons une formule en islam, vous voyez comment
les gens peuvent... Moi, on m'a souvent parlé de mon double discours. Et souvent, on a prouvé mon double discours en coupant mes phrases en deux. Oui. Où il y a un hadith, il y a une tradition prophétique qui dit « Aide ton frère et donc ta sœur, qu'il soit juste ou injuste. » Et là, on coupe. Vous voyez, il est d'abord musulman. Mais ils ne disent pas la suite. Il dit « Et un compagnon demande, comment j'aide mon frère quand il est injuste ?» Regardez la réponse. Fais-le cesser son injustice. Ça veut dire quoi, fais-le cesser? Ça veut dire qu'au nom de la fraternité et une conscience morale qui, s'il agit contre les principes, tu te lèves et tu lui dis, au nom de ma fraternité, je ne te laisserai pas faire. Au nom des principes, je ne te laisserai pas faire. Je te ferai cesser ton injustice. Ça veut dire avoir le courage de se lever vis-à-vis des siens et de dire non, ça ne va pas. Ce n'est pas ma communauté juste ou faux. C'est ma communauté dans le juste et je me lève quand c'est faux. Mais ça veut dire du courage, ça veut dire parfois prendre les siens à rebours. Où on est par rapport à ça? Où on est par rapport à nos sociétés? Où sont aujourd'hui ceux qui... Parce qu'on est en train de déplorer le populisme, on voit qu'on est en train de voter, et on est dans le... Mais où sont les citoyens courageux qui vont changer les choses? Où sont ces femmes et ces hommes qui permettent de dire « Non, ça ne se passera pas comme ça, et je ne me tairai pas ». Parce qu'à un moment donné, il faut parler. En fait, notre société de consommation a aussi produit, passez-moi l'expression, mais dans le langage des rues, une société de planqués. Et même chez certains, ils viennent du Sud, ils sont venus d'Afrique du Nord, ils sont venus d'Afrique noire, ils sont venus d'Asie, d'Europe de l'Est, et ils se sont installés, et ils ont fait ils ont obtenu un travail, ils ont un salaire, et ils deviennent aussi planqués que les planqués. Je vais même vous dire encore quelque chose de pire, c'est qu'il y en a qui viennent des cités, qui viennent de l'immigration, ils se sont installés, ils ont le passeport, maintenant ils se retournent vers les nouveaux immigrés et disent « Regardez ça, il faut qu'on protège notre pays ». Espèce de lâche. Ben oui, vous savez comment ça s'appelle ça? L'embourgeoisement. L'embourgeoisement des lâches. C'est pas du courage, ça. Donc à partir d'un certain moment, cette croyance, et c'est pour ça que quand moi je parle de la religion musulmane, des citoyens européens de confession musulmane, moi ce qui m'intéresse, c'est de commencer par ce que je vous ai dit, l'humanité, puis ensuite les règles, les valeurs qui sont celles qu'on partage, de la justice, de la dignité, et puis de ce combat, de cette résistance par rapport à ce quoi, et de travailler avec tout le monde, d'être inclusif. D'être inclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, votre frère en islam, ou votre frère en christianisme, ou votre frère en judaïsme, ou votre frère en hindouisme, ou votre frère en bouddhisme, est plus éloigné en humanité, en valeur et en courage que votre frère en humanité d'une autre tradition. Je me suis retrouvé dans un procès avec un soi-disant moufti qui disait que j'avais menti et qui mentait, et je me suis retrouvé avec un juif athée qui défendait ma position. Lui, il avait la dignité et lui, il avait la lâcheté. Est-ce que moi, je vais maintenant me regarder les gens en fonction, dis-moi quelle est ta religion et tu seras des miens? Non, dis-moi tes principes, ton courage et ta conviction et je serai avec qui je suis. Parce que parfois, il faut avoir ce courage-là aussi. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc vous voyez bien, une société qui laminerait toutes ses croyances est une société qui perd ses valeurs, est une société qui voudrait d'un espace public neutre. Et un espace public neutre, ça n'existe pas. L'espace public, c'est l'espace de la diversité des convictions, où on discute, où on débat, où on se réconcilie. Vous voulez voir la représentation télévisée de notre manque de débat public? Regardez la télévision actuelle. Regardez les débats, comment ils sont pauvres et appauvris, le délitement du débat public, le délitement du débat politique. On est en train de se déliter, Et puis encore une fois, comprenez bien, quand je dis « on » ici en Europe et en Occident, regardez le monde africain, regardez le monde asiatique, regardez le monde arabe, c'est la maladie internationale. Il n'y a personne qui peut se prévaloir d'avoir une société où on discute. Même aux États-Unis, même dans les pays arabes, même dans les pays asiatiques, nous sommes en perte de débat, de valeurs, parce que nous portons moins nos valeurs avec moins de conviction et moins de courage. Et ça veut dire ceci, qu'une rencontre comme celle-ci, pour moi, elle est essentielle pour réveiller des consciences, c'est-à-dire que nous partagions notre humanité et que nous acceptions nos diversités de religions, de croyances, si et seulement si nous avons la conviction de les exprimer et le courage de les défendre. Je vous remercie.